Comme vous le savez déjà, notre pays fait face à l'épidémie du coronavirus dénommé Covid-19 depuis le 16 mars 2020. Pour limiter sa propagation, le gouvernement, avec pragmatisme et responsabilité, a mis en place en son temps un certain nombre de mesures, notamment l'établissement d'un cordon sanitaire pour isoler les communes les plus exposées à la pandémie en raison de la localisation des cas dénombrés, l'identification de 5 grands centres dédiés à la prise en charge des cas positifs, le respect strict des mesures barrières. Depuis le 11 mai 2020, un retour progressif à la normale a été entamé. À la date du 17 juin 2020, le Bénin compte 597 cas confirmés à la PCR, dont 238 guéris et 11 décès. Actuellement, 348 patients sont en cours de suivi, dont 11 cas graves. Les nombreux cas actuellement enregistrés sont des cas contacts de sujets positifs à la PCR, des cas issus du dépistage systématique de groupes cibles, agents de santé, voyageurs entre autres, et des alertes de cas symptomatiques signalés par le call center. Les cas graves sont tous porteurs de TAR, c'est-à-dire de maladies préexistantes, diabète, hypertension artérielle, drépanocytose, qui renforcent leur fragilité vis-à-vis de la maladie. On note par ailleurs un recours tardif aux services de santé du fait de l'automédication ou du déni de la maladie. La recrudescence des cas en ce début de saison pluvieuse pourrait être due à la baisse de la température liée à la fraîcheur qui s'est installée avec les premières pluies. Si cette évolution des chiffres traduit la capacité de notre pays à ratisser large, elle est aussi le signal que nous devons continuer à mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19. En effet, ce n'est pas parce que nous permettons à la vie de reprendre son cours normal que nous devons considérer que le mal est déjà vaincu. Non, il est encore là et nous devons rester vigilants. Rester vigilant, c'est respecter le port systématique de masques en tout lieu. Rester vigilant, c'est éviter de se serrer les mains, de se donner des accolades. Rester vigilant, c'est observer les mesures de prévention, comme le lavage des mains à l'eau et au savon, le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. J'insiste sur le respect des mesures, car on a l'impression que certains de nos compatriotes croient que la Covid-19 est finie. Je vais leur dire que c'est faux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour en venir à bout. Ces derniers jours, nous avons reçu plusieurs cas graves. Je répète que nous sommes actuellement à 11 morts. Il y a des personnes fragiles dans nos familles, dans toutes les familles, des personnes âgées ou des personnes vivant avec diverses maladies chroniques qui les fragilisent. Or, nous ne voyons pas le mal et nous ne savons pas qui peut le transmettre. Nous devons donc être très prudents. Chacun doit penser à ces personnes fragiles de son entourage, se protéger pour les protéger. Pour ce qui concerne le respect des mesures barrières au niveau de différentes couches, il faut dire que ce respect dépend ou est de la responsabilité individuelle et collective de chacun de nous. S'il est vrai que le gouvernement joue sa partition en prescrivant ces mesures, en communiquant largement là-dessus, il revient encore à chaque individu, où qu'il soit, d'être préoccupé par le respect par lui-même, mais également par le respect par ceux qui l'entourent
de ces mesures. Lorsque nous prenons le port de masque, lorsque on voit autour de soi quelqu'un qui ne le porte pas ou qui le garde au cou, il faudrait avoir ce courage en pensant à préserver les nôtres qui portent des maladies débilitantes. Il faudrait avoir ce courage de les rappeler à l'ordre gentiment et de leur dire de remettre le masque. Lorsque nous voyons des attroupements où le respect de la distance de sécurité sanitaire n'est pas respecté, il faudrait également avoir le courage de s'extirper déjà, mais également d'appeler les autres à se rappeler que parmi eux, ils ne savent pas qui est porteur et qui n'est pas porteur. Parce qu'on voit que dans le quotidien, on oublie souvent que le virus, il est invisible. On ne sait pas qui l'a. On ne sait pas qui l'a. Et le porteur le transmettra de façon anonyme aux autres. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser des groupes ou des corporations ou les indexer pour le faire porter la responsabilité. J'insiste qu'il s'agit d'une question de responsabilité individuelle, mais également collective. Il en va de la survie de nos proches, qui sont soit diabétiques, soit drépanocytaires, soit hypertendus, ou personnes âgées que nous avons au sein de nos familles. Lorsque les personnes bien portantes, qui sont jeunes, vont contracter le virus de la COVID-19, peut-être que ce sera totalement bénin, encore que 85% font la maladie bénigne. Mais elles vont le ramener à la maison. Elles vont le transmettre à leurs parents qui portent cet âge ou leurs parents âgés. Et c'est ces personnes proches qui vont faire la forme grave. Et c'est ces formes graves qui finalement aboutissent au décès. La situation est suffisamment préoccupante pour que nous ayons à l'esprit que nous devons les protéger. Au début, quand nous avons commencé à avoir les décès, c'était les drépanocytaires que nous avons perdu coup sur coup. Là, actuellement, les 6 derniers décès, c'est des personnes diabétiques. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel pour que ces personnes se protègent et appellent les leurs à les protéger en respectant les mesures barrières qui sont prescrites par le gouvernement. C'est fondamental, il y va de leur survie. Les 597 que nous avons, plus de 75% sont concentrés dans Cotonou, dans l'Atlantique et l'Ouémé, c'est-à-dire dans l'ancienne zone du cordon sanitaire. Ce qui rend compte encore une fois du pragmatisme et du bon sens de la mesure qui avait été mise en œuvre par le gouvernement au début de cette épidémie pour contenir la propagation. Aujourd'hui, quand vous regardez la répartition géographique, quand vous regardez la carte de répartition, la carte de la répartition, vous vous rendez compte que toute la région septentrionale est carrément asséchée. Il n'y a pratiquement pas de cas actuellement. Il y a eu des cas dans l'intervalle, ça a diminué un tout petit peu. Et ça s'est concentré aujourd'hui dans la zone méridionale. Et si vous faites un petit lien, vous vous rendez compte que nous avons commencé les pluies depuis quelque temps. Avec la fraîcheur qui s'est installée. Qu'il vous souvienne qu'en Occident, c'est au décours de l'hiver que nous avons connu le pic de cette épidémie. Et
en faisant une petite corrélation, en regardant les pays sahéliens qui actuellement sont en train de baisser en nombre de cas, et la zone côtière qui est en train de connaître un pic, on peut se poser beaucoup de questions sur le rôle de cette fraîcheur. Et il ne faut pas que les zones qui sont dans le septentrion croient que c'est terminé. Il faudrait que ces zones se rappellent que dans quelques semaines, les pluies vont commencer aussi là-bas. Donc il peut y avoir un retour de manivelle. Donc, il est encore plus que jamais important de rappeler que le respect des méthodes barrières s'impose à tous sur toute l'étendue du territoire national. Parce que le risque est le même partout. En ce qui concerne le respect de la distanciation sociale au niveau des marchés, là encore, il y va de la responsabilité individuelle et collective. Il y va du travail de fond que chacun de nous fait pour faire prendre conscience aux autres de l'existence de la maladie, parce que les gens sont il y a des gens qui sont dans le déni de la maladie. J'ai entendu un journaliste tout à l'heure dire on ne voit pas des cas. Et c'est pour ça qu'on n'y croit pas. Des gens vont jusqu'à dire il n'y a pas de mort. Mais c'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. Et des gens ont témoigné. Il y a eu le deuxième cas que nous avons enregistré au Bénin qui a témoigné. Et ça a circulé sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un d'autre qui a également témoigné que j'ai entendu. Mais le témoignage, c'est un choix. Il s'agit d'un choix. Nous ne pouvons pas forcer la main aux personnes guéries qui ne pensent qu'à retourner dans leur famille pour finir leur convalescence, à finir témoigner par obligation. Donc, cela vient spontanément. Il y en a qui ont déjà témoigné. Et je voudrais vraiment insister, lancer un appel à tous ceux qui sont dubitatifs, qui se demandent encore si le mal existe, que ce mal est bel et bien là. Les 597 cas n'ont pas été inventés. D'ailleurs, quel intérêt le gouvernement aurait à inventer des cas, à créer des morts? Des familles sont éplorées, des familles sont touchées. Et je pense qu'il faut respecter le deuil de ces familles qui sont éplorées. Et pour rebondir sur la question qui a été posée dans le même temps sur les enterrements, en toute situation d'épidémie, les corps des personnes décédées sont entièrement pris en charge par le personnel de santé jusqu'à l'inhumation. Parce que le risque de contamination est élevé lors de la manipulation des cadavres. C'est pour ça qu'il y a un protocole qui accompagne cette inhumation. Et effectivement, nous avons ce que nous appelons des sacs mortuaires dans lesquels ces corps sont déposés, traités et doublés. Il y a 2 sacs mortuaires en fait dans lesquels les corps sont déposés. Et c'est avec ces sacs effectivement qu'on va procéder à l'inhumation. Les parents ne s'approchent pas, ils sont à distance, ils suivent tout ce qui se passe à travers une baie vitrée et également ils peuvent accompagner jusqu'au lieu d'inhumation, mais toujours à une très bonne distance, jusqu'à ce que la cérémonie soit terminée et que la tombe soit fermée. C'est exclusivement le personnel de santé, notamment les agents d'hygiène, qui ont la responsabilité de procéder à ce que nous appelons des enterrements dignes et sécurisés. Dignes parce qu'on respecte le rite de la personne décédée,
Si c'est un musulman, il y a une prière qui est faite là, mais sans approcher du corps. Si c'est un chrétien, il y a une prière qui est faite ou autre. En tout cas, on respecte le rite du culte de la personne qui est décédée. Et sécurisé parce qu'on le fait en préservant le personnel de santé qui est habillé spécifiquement des équipements de protection individuelle, mais également de manière sécurisée pour les parents qui ne s'approchent pas et donc qui ne courent pas le risque de contracter le virus. En ce qui concerne l'hôpital d'Alada, j'ai vu des choses circuler sur les réseaux. L'hôpital d'Alada n'est en aucun cas débordé. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons 11 cas graves qui sont hospitalisés dans l'hôpital actuellement. Nous avons près d'une vingtaine de lits destinés à la réanimation, équipés de respirateurs et de tout l'équipement qui a été acquis en son temps par le gouvernement. Et en dehors de ça, l'hôpital dispose d'une capacité de plus de 100 lits. Vous allez vous demander pourquoi 300 et quelques cas en cours de suivi et l'hôpital n'est pas débordé. Parce que tous les cas ne sont pas suivis dans les structures. Les cas qui sont asymptomatiques, et nous avons beaucoup de cas qui sont asymptomatiques, les cas qui sont asymptomatiques, donc qui ne présentent pas de signes particuliers ou signes mineurs, sont suivis dans leur milieu avec une prescription de quarantaine à domicile, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur domicile, ils font leur traitement, ils sont suivis à domicile. Les autres cas qui présentent des signes, notamment des signes de gravité, sont hospitalisés au niveau des sites dédiés, notamment le site de l'École nationale de police, le site de l'hôpital de zone à Alada, le site de l'hôpital d'instruction des armées à Parakou, et il reste deux autres sites, le site à Womekalavi, l'hôpital de zone, et le site de Natitengu. En dehors de ça, il y a également des sites qui sont des petits sites qui sont dans tous les départements. Et lorsqu'un cas survient dans une structure qui n'est pas un site de prise en charge, il y a des salles d'isolement qui sont prévues au niveau des hôpitaux, mais également des cliniques, où transitoirement les cas sont mis en attendant qu'on opère le transfert de ces cas vers le site dédié. Donc c'est toute une organisation qui est faite, qui est mise en place pour la gestion des cas. Je vous rassure encore une fois que la capacité d'accueil des structures de prise en charge mises en place par l'État n'est absolument pas débordée actuellement. Le ministre l'a dit et je veux réitérer que c'est une question de responsabilité individuelle et collective. Nous sommes tous des parents d'élèves. Nous devons sensibiliser nos enfants, leur expliquer qu'il est indispensable qu'ils gardent leur masque au visage pour protéger leur nez, leur bouche, et qu'une fois sortis de l'école, ils n'ont pas à ôter ce masque avant de rentrer chez eux à la maison. Déjà, chaque parent doit faire ça. Les responsables d'école sont instruits par les différents ministres pour le faire, pour n'admettre en classe aucun enfant qui n'a de masque parce que le gouvernement a distribué les masques gratuitement aux enfants. Je peux vous dire à titre personnel que presque tous les matins, je fais le guet à mon portail, tôt pour retourner les élèves qui n'ont pas leur masque. Et vous remarquez, comme vous l'avez dit vous-même, ils l'ont sur eux, parfois dans la poche, parfois dans le sac, et ils rechignent à le porter. Et moi, ils savent dans mon quartier qu'on ne passe pas devant si on est élève, au moins, et qu'on n'a pas porté son masque. Parfois, vous retournez chez vous chercher, où j'en distribue. C'est pour dire à quel point on est préoccupé et on fait ce travail-là. À tous les niveaux, cela doit se faire. Et ça me permet de dire à celui qui demandait si les mesures fortes ne vont pas revenir. Vous avez noté que dès le départ, le gouvernement a fait l'option d'aller graduellement en tenant compte de nos réalités, en tenant compte de la situation. Les raisons qui expliquent les chiffres d'aujourd'hui, le ministre a essayé de vous les expliquer, mais
si nous manquons de discipline collective, si chacun de nous ne s'approprie pas la cause, ne considère pas qu'il doit être un agent anti-Covid et que demain, l'État doit être amené à prendre de nouvelles mesures fortes, eh bien, dans le but de protéger chacun, de préserver la santé publique et l'intérêt supérieur de la nation, le gouvernement ne fera pas l'économie de mesures destinées à préserver nos vies et à préserver le pays lui-même. Il y a eu une séance ce matin avec les confessions religieuses parce qu'on a repris également et on sait très bien qu'il y a certains citoyens qui ne respectent pas les mesures. Ce n'est pas forcément la responsabilité des responsables religieux, mais le gouvernement leur a demandé de veiller à ce que ces mesures soient respectées dans les lieux où ils sont responsables. On a dit tout à l'heure, ce n'est pas pour stigmatiser tel ou tel. Nous sommes tous concernés. Donc, au-delà des confessions religieuses, nos maisons, les écoles, tous les centres de vie sont concernés par la question. Et chacun doit jouer sa partition. C'est ainsi que nous montrerons que nous sommes conscients de l'enjeu et que nous participons activement à la lutte pour freiner la propagation du coronavirus dans notre pays. Nous avons tous expérimenté le cordon sanitaire, le confinement partiel. Nous l'avons expérimenté et nous savons très bien comment cela a été vécu, les conséquences. C'est ça qui justifie les 74 milliards 12 que l'État a été obligé de mettre pour permettre de relancer les activités. Imaginez si on doit y retourner, et pour longtemps encore, ce que ça va appeler de ressources à chaque fois. C'est pour ça que chacun de nous doit se dire, dans son quartier, dans sa maison, partout où il passe, qu'il est au service de la République. Parce qu'on est conscient que l'État ne peut pas mettre un policier, un gendarme derrière chaque citoyen pour lui rappeler qu'il doit mettre son masque, qu'il doit se laver régulièrement les mains, qu'il doit éviter de s'agglutiner avec d'autres. On en est conscient. À partir de ce moment-là, jouons notre partition, n'ayons pas peur d'appeler nos compatriotes, nos amis, à respecter les mesures barrières prescrites. Il y va de leur bien, il y va du nôtre. Parce que, le ministre l'a dit encore une fois, personne ne sait d'où vient le mal. Personne ne sait qui est porteur du virus et qui se déplace, qui nous fréquente, qui nous rencontre. Personne ne le sait. Ne serait-ce que pour ça, nous avons le devoir de nous protéger en demandant aux autres de se protéger. Et ce faisant, chacun contribue à la protection de l'ensemble.